Au bout de 121 jours, les recherches furent abandonnées. Les gardes-côtes avaient suspendu les leurs après 3 semaines, mais la veuve présomptive avait payé une société privée pour draguer tout l'océan Pacifique, ou du moins la plus grande portion possible. Tout espoir étant désormais perdu, les préparatifs pour les funérailles étaient en cours. Ça faisait la une du journal. Il n'y avait pas de nécrologie à proprement parler. Un des articles résumait la vie du disparu en décrivant ses nombreuses réussites, tant personnelles que professionnelles. Un autre donnait la parole à diverses figures du milieu de l'édition, son agent, son éditeur, des critiques et des pairs. Tous s'accordaient à dire que William de Nerval était un maître dans son domaine, un géant dont la disparition représentait une perte immense pour le monde. Une des personnes interrogées suggérait qu'on ne pourrait mesurer la véritable portée de cette tragédie qu'avec le temps, une fois dissipé le choc initial. Écœuré, Pfefferkorn balança son journal et se remit à manger son bol de céréales. Personne ne l'avait appelé pour recueillir son témoignage, et c'était ce qui le contrariait si affreusement. Il connaissait Bill depuis plus longtemps que n'importe qui d'autre, y compris sa propre épouse. Cela dit, elle n'était citée dans aucun des articles, s'étant refusée à tout commentaire. Pauvre Carlotta, pensa-t-il. Il songea à lui passer un coup de fil, mais c'était impossible. Il ne l'avait pas appelé une seule fois depuis l'annonce de la disparition. Bien que les chances de retrouver Bill vivant avaient toujours été minces, Pfefferkorn avait hésité à offrir son réconfort prématurément, comme si en faisant cela, il eût entériné le pire. Maintenant que le pire était avéré, son silence, pourtant bien intentionné, semblait horriblement cruel. Il avait commis une erreur, et il se sentait gêné. Ce n'était pas la première fois, et ce ne serait pas la dernière. Bonjour, bienvenue par ici et merci à toi de passer dans le coin, bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année. Afin de terminer cette année dans les meilleures conditions possibles, je te rappelle quelques règles de base. On ouvre les huîtres avec un ustensile adapté, idéalement un couteau à huîtres, ça peut être une bonne idée, en tenant le coquillage dans un torchon replié plusieurs fois sur lui-même. Il vaut mieux niquer un torchon en lui donnant une odeur de marée permanente plutôt que de se faire un trou dans la main et terminer le réveillon aux urgences. Commence toujours par les légumes, cela te donnera un air raisonnable. Et quand tout le monde sera bourré et n'en aura plus rien à foutre de ta gueule, là tu pourras te faire péter le bide au foie gras, au fromage et au saumon et autres mets délicats qui donnent des cauchemars à Jean-Michel Cohen. Rappelle-toi qu'il y a un tonton raciste dans toutes les familles. Nous sommes tous égaux quand il s'agit de subir ces blagues débiles sur des minorités qu'il déteste, bien qu'il ne les croise jamais. Si tu ne vois pas qui est le tonton raciste dans ta famille, il est temps de t'ouvrir à une profonde et sincère introspection. Si un adulte déguisé en Père Noël te dit qu'il en est à son 5e tour de champagne, éloigne les enfants pour préserver leur innocence. Si tu es toi-même un enfant, déjà, qu'est-ce que tu fous là? Et ne t'inquiète pas, cet adulte sera puni probablement qu'il ne recevra aucun cadeau l'année prochaine. Si tu passes les fêtes chez tes beaux-parents, ne t'inquiète pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Chez tes parents, ça aurait été mieux. Si cela peut te réconforter, je t'apporte tout mon soutien. Serre les dents, ça va passer. Si tu passes les fêtes chez tes beaux-parents et que tu passes un agréable moment parce que tu les apprécies et c'est réciproque, à ton avis, de quoi tu as l'air là à nous cracher ton bonheur à la gueule? Et enfin, la règle ultime, survie. Ça serait con de louper les fêtes de l'année prochaine. Maintenant, bouquin. Aujourd'hui, il va être question du livre best-seller de Jesse Kellerman, que personnellement, je n'ai pas puisque je l'ai pris à la médiathèque. Et dès que j'ai terminé l'enregistrement, je vais aller le rendre, surtout que j'ai failli le perdre. Je l'ai embarqué chez le médecin pour bouquiner dans la salle d'attente. Après, je suis allé à la pharmacie. Et je l'ai oublié à la pharmacie, mais je m'en suis rendu compte après avoir payé mon ticket de parking. C'est couillon, hein. Sorti en 2012 dans sa version originale, puis 2013, une traduction
signé par Julie Sibony, qui a d'ailleurs traduit l'intégralité des œuvres de l'auteur. Cet exemplaire est paru aux éditions des Deux Terres pour un total de 393 pages. Mais c'est écrit gros, ça va, ça passe vite. Comme d'habitude, je l'ai choisi complètement au hasard, sans avoir aucune idée de ce que ça pouvait bien raconter. Il va falloir que j'arrête de faire ça. Je l'ai choisi puisque j'ai eu l'occasion de lire un autre roman de cet auteur, et c'était Les Visages, et là pour le coup c'était son véritable best-seller, et bordel que j'aime cette histoire. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais si tu n'as pas lu Les Visages, lis-le, il est exceptionnel. Je ne sais pas exactement dans quelle famille classer best-seller, c'est à la fois un thriller psychologique, un roman d'espionnage, mais également une satire de thriller. En gros, c'est un roman thriller sérieux qui se prend sérieusement à la rigolade. Jesse Kellerman est un auteur américain né en 1978 et ce n'est pas le seul Kellerman qui exerce la profession d'écrivain, puisque ses deux parents, Jonathan et Faye, sont tous les deux des auteurs de polar. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il baigne dans le milieu de l'écriture depuis sa naissance. Il a coécrit avec son père Jonathan Kellerman 2 séries littéraires, la série Le Golem et la série Clay Edison, respectivement 2 et 4 romans. Ce roman est paru en 2012 aux États-Unis, je te l'ai dit, et bien que cela fasse plus de 12 ans, il s'agit de son tout dernier roman indépendant, puisque après celui-là, il semble s'être consacré exclusivement aux séries littéraires coécrites avec son père. Bref, tout ça, c'est bien joli, mais l'heure est venue de partir en terre inconnue, destination la Zlabie, et tu ne vas pas kiffer. Arthur Pfefferkorn est un écrivain désabusé. Autrefois prometteur, il n'a jamais connu le succès qu'il espérait et sa carrière est depuis au point mort. Pour ne rien arranger, il vit dans l'ombre de son ami d'université, William de Nerval, un auteur de thrillers ultra populaire dont les bouquins s'arrachent. Le contraste entre les deux hommes ne pourrait pas être plus cruel. Là où William est riche, célèbre et admiré, Arthur est coincé dans une routine terne, rongé par ses regrets et ses actes manqués. Mais tout change le jour où William meurt subitement. Invité aux funérailles, Arthur se retrouve face à une opportunité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il tombe sur un manuscrit inachevé laissé par son ami. Cette découverte réveille en lui des ambitions oubliées. Après tout, pourquoi ne pas sauver cette œuvre et la signer de son propre nom? Ce qui pourrait passer pour un simple coup de poker littéraire se transforme très rapidement en cauchemar. Alors qu'Arthur s'immerge dans l'univers de son ami William, il découvre des secrets profondément enfouis qui le poussent à remettre en question tout ce qu'il pensait non seulement sur son ami, mais également sur lui-même. Entre culpabilité, trahison et menaces inattendues, il se retrouve pris au piège, coincé dans un engrenage où les vérités du monde réel se mêlent à celles de la fiction, en pleine démêlée géopolitique avec la Zlabie, un pays fictif soumis au régime d'une dictature sans pitié. Je ne vais pas te le cacher, en choisissant cette lecture, j'espérais au fond de moi retrouver cette sensation que j'avais eue en achevant Les Visages. Ces histoires indépendantes qui s'imbriquent pour n'en faire plus qu'une, époustouflante, et qui t'entraînent à comprendre une vérité, un secret qui donne un sens nouveau à l'intégralité des pages qu'il a fallu lire pour atteindre la fin. Eh bien, on n'y est pas du tout, mais alors tellement pas. Ces deux romans n'ont absolument rien de comparable. J'ai été extrêmement surpris par la découverte de best-seller. C'est une satire acérée du monde de l'édition et de ses faux-semblants. Ce livre est rempli d'humour noir qui apporte une touche de légèreté à des thématiques graves. L'intrigue est complètement imprévisible, invraisemblable et parfois même grotesque, sauf que voilà, c'est volontaire et ça fait toute la différence. Moi, je le rapprocherai un petit peu de la série de livres San Antonio de Frédéric Dard. Dans quelle famille tu classes ça? C'est pas évident. C'est un petit peu une famille à eux tout seuls. Le personnage principal, Arthur, il est malmené, ridiculisé, pathétique, et pourtant, il est tellement attachant. Je te promets, j'ai eu une vraie tendresse pour ce type parce que
il fait ce qu'il peut, c'est juste le pire poissard de la Terre. Ce qui le sauve, c'est qu'il est fascinant parce qu'il est tellement bien construit dans toute sa normalité que c'est extrêmement facile de s'identifier. Ce n'est pas un héros, même s'il fantasme de le devenir, même si on l'aide, on l'entraîne à le devenir, ça ne sera jamais un héros. Le style est incisif, bourré de satire, et l'auteur s'amuse à jouer des catastrophes annoncées évitées de justesse. Même si l'histoire prend parfois des virages absurdes, ça a du charme. Je suis passé à ça, de rater complètement cette lecture, puisque je te le répète, quand je l'ai choisi, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Et au bout de 200 pages, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Complètement improbable, avant que je ne comprenne, finalement, qu'il s'agit d'une satire, et donc ça nécessite du second degré. Je pense notamment à une scène avec une moustache qui m'a bien fait marrer. Si tu l'as lu, tu vois de quoi je parle. Donc au début, je ne savais pas sur quel pied danser. Je ne savais pas si c'est du lard ou du cochon. Voilà, ça c'est une technique pour paraître intelligent, c'est de répéter plusieurs fois la même chose avec des mots différents. Comme ça, tu étales ton vocabulaire. Maintenant que je t'ai donné l'astuce, je te laisserai écouter les discours des politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, en passant par le centre, et essayer de ne pas pleurer. Tu verras, c'est compliqué. Tout n'est pas parfait, bien évidemment, puisque qui dit roman satirique dit aussi que l'absurde peut aussi prendre la forme de quelques facilités scénaristiques. À titre personnel, j'en ai relevé quelques-unes, mais pour être totalement franc, pas tant que ça. Ça va encore. Ce n'est pas un coup de cœur. Mais je n'ai pas détesté non plus, dès lors que j'ai compris qu'il y avait un temps pour tout. Un temps pour être sérieux et un temps pour la déconne. Si tu me connais un peu, tu sais que je ne me bouge pas le nez devant les romans qui n'ont pour but que de distraire. Mon objectif en tant que lecteur, c'est d'être bouleversé, et il existe plusieurs chemins pour y parvenir. Je peux être bouleversé par la violence, l'horreur, l'amour, la découverte, l'impossible qui se réalise. Là, je ne peux pas vraiment dire que j'ai été bouleversé, parce que je crois que ce n'est pas vraiment le but. Là, le but, c'est simplement de distraire, alors je me suis laissé distraire. Ce que j'ai préféré, c'est la critique du monde littéraire, où c'est Magouille et compagnie, tout pour le pognon. Cette idée également que les bouquins qui ont le plus de succès ne sont pas les mieux écrits. En réalité, cet aspect est irrévérencieux, et moi, j'adore l'irrévérence. J'aime que l'auteur ne cherche pas à s'inscrire dans une élite intellectuelle alors que son parcours lui permet. Mais sorti de ça, l'histoire est marrante, mais il n'y a pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard. L'intrigue est inattendue parce qu'elle est imprévisible, mais elle n'est pas inattendue parce qu'elle est originale. Le gros reproche que j'ai avec ce roman, c'est un manque d'imagination. Je trouve que Jesse Kellerman n'a pas trouvé l'équilibre entre la nécessité de faire avancer l'histoire avec un personnage principal qui est complètement inadapté à la situation qu'il vit, et des virages trop absurdes qui empêcheraient le lecteur de faire l'effort de croire à ce qui lui est raconté. Je trouve que cet équilibre n'y est pas, et il est presque impossible à atteindre, j'en ai conscience. Mais je le demande quand même, et j'assume. Quitte à partir dans l'absurde, j'en voulais plus. Quitte à partir dans l'humour, j'en voulais plus. À plusieurs moments, je trouve que l'auteur lâche l'accélérateur et on est un petit peu le cul entre deux chaises, entre un roman d'espionnage et un roman humoristique. On ne sait pas exactement où se placer. Je sais que c'est un équilibre compliqué à trouver. Mais je le voulais quand même. Est-ce que je te recommande Bestseller de Jesse Kellerman? Tu l'auras peut-être compris, le mot mitigé a été créé pour coller à cette situation. Si tu veux lire un truc léger et marrant, oui. Au contraire, si tu espères un thriller plutôt sombre et haletant, non. Et en même temps, ça reste haletant, mais la question que tu te poses n'est pas « comment va-t-il s'en sortir ?» La véritable question, c'est « qu'est-ce qui va encore lui arriver à celui-ci ?» Ce roman est extrêmement clivant. Je donne rarement des notes. Si je devais lui en donner une, je lui donnerais 3 sur 5. Un peu plus que la moyenne. Parce que quitte à être mitigé, autant voir le verre à moitié plein. Hein, ça m'évitera de sombrer dans une spirale de dépression. Oui, c'est distrayant, c'est vrai, c'est bien, mais voilà. Point. Je trouve que c'est un bon roman de plage. C'est-à-dire que c'est une histoire que tu peux lire l'esprit léger sans te faire des nœuds au cerveau. Et en même temps, c'est un petit peu péjoratif. Alors oui. C'est un peu péjoratif et je l'utilise comme ça, ce terme, un roman de plage. On est quelque part entre les deux. Te voilà bien renseigné, n'est-ce pas?
Ma foi, fais avec, j'ai rien de mieux à offrir. Bref, on en est là. Si tu as lu Best-seller de Jesse Kellerman, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si tu as lu Les visages de Jesse Kellerman, je sais, t'as kiffé, c'est normal, il est génial. Et si tu n'as lu aucun de ces deux romans, tu peux quand même laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas et que tu souhaites me soutenir, tu connais, liker, partager et pourquoi pas t'abonner si le cœur t'en dit, soyons fous. Il y a un Discord, un compte Instagram, un numéro de téléphone, un compte Le Bon Coin. Toutes les informations sur tout ce bordel sont dans la description de la vidéo, je te laisse aller voir de quoi il retourne. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et j'en profite pour vous remercier collectivement de tout le soutien que vous m'avez apporté. Cette année a parfois été extrêmement compliquée à vivre dans les coulisses. Il s'en est passé des choses et je choisis volontairement d'ellipser toutes les personnes qui m'ont témoigné de la haine. Il y en a eu, mais très peu, mais il y en a eu. Si je venais à parler de vous, ce serait avec l'ambition de vous ridiculiser et je trouve que vous faites déjà un travail merveilleux par vous-même. Pour les autres, prenez soin de vous. Merci encore et profitez bien. Oui, le challenge à vos livres va revenir l'année prochaine et il se recentrera un peu plus sur les genres littéraires appréciés de ceux qui suivent cette chaîne, pas exclusivement pour autant. Je suis dessus, je pense que tout est prêt à 70 ou 80%. L'annonce sera probablement la prochaine vidéo, sauf contre-ordre, mais là, comme ça, je vois pas. Entre la première et la deuxième semaine de janvier. Bonne fête tout le monde. N'oublie pas, doute de moi et de tout ce que je t'ai dit, c'est important. En attendant la prochaine fois, je te souhaite de bonnes lectures. Bye.